de la burqa. Je pense qu'on ferait bien, en France, et tous les politiciens, de ne pas faire de ces questions de la visibilité superficiellement des grands débats nationaux. Parce qu'à faire des grands débats nationaux sur la visibilité qui crispe, on ne permet pas de faire des vraies évolutions politiques, des visions politiques du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il est celui-ci, il est dans le respect de la loi, il est dans le fait d'acquérir la langue, il est dans le fait de ne pas culturaliser et d'islamiser toutes les questions. Aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui a l'impression que chaque fois qu'on parle d'elle, au lieu de regarder ce qu'elle vit socialement, on culturalise son appartenance, on islamise son identité. Et elle vous en veut pour cela. Elle a l'impression d'une classe politique qui parle d'un problème qu'eux ne ressentent pas. Eux, leur vrai problème, c'est que quand vous êtes un peu arabe d'origine, quand vous êtes un peu avec un nom musulman affilié, la réalité, c'est que le travail, vous ne l'avez pas, c'est que l'appartement, vous ne le connaissez pas, et que les deux questions ne s'excluent pas, mais à mal poser la première question, vous donnez l'impression de ne même pas considérer l'autre question, la seule vraie qui compte, qui est celle de l'application stricte et égalitaire de toutes les lois de ce pays pour tous les citoyens et tous les citoyens. Merci. Éric Raoult, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ramadan, on dit souvent de vous que vous êtes brillant. On a pu le constater encore aujourd'hui. On dit aussi souvent de vous que vous êtes séduisant, on peut le comprendre. Mais je voudrais savoir si vous êtes suffisamment convaincant. Dans votre intervention, vous avez cheminé sur les différentes parties du débat sur ce voile intégral. Je ne veux pas être provocateur, mais on dit parfois aussi que Tariq Ramadan parle à des parlementaires, mais il pourrait parler différemment aux étudiants de Villetaneuse ou d'Oxford. Est-ce que c'est vrai? Deuxième élément, quel est le rôle que vous pourriez avoir, vous, parce que vous êtes écouté, pour, comme vous nous l'avez indiqué à l'intérieur de votre intervention, vous engager contre le port de ce voile intégral qui peut choquer, qui peut provoquer des réactions dans la population de ce pays que vous connaissez. Et troisième élément, quel rôle pourraient jouer, à votre avis, les représentants du culte musulman dans cette pédagogie nécessaire pour faire comprendre que le port du voile intégral n'est pas une prescription de l'islam? Trois questions. Alors, donc, on va passer à plusieurs questions. Non, non, non. Ah non, comme on fait d'habitude, Jean Glavany, après il y a Jacques Mia et Lionel Duduca. Jean Glavany. Président, je voulais juste m'adresser à M. Ramadan pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment, Éric Raoult, à l'instant, de somme de contre-vérité, de falsification et de manipulation est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens qui, pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner. Peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous m'ont donné cette tribune inespérée que je les en remercie très chaleureusement. Enfin, je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui
qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien quoi que nous sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlementaire, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir et écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse. De la situation judiciaire d'un cinéaste, Hagstatt, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montrent, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Ramadan. Nous allons encore échanger à nouveau, et cette fois-ci pas sur des chaînes étrangères. Alors, je dois dire que vous écoutez, effectivement, avec talent. Je ne vous cache pas que je suis profondément déçu, que ça fait un peu savonnette, vos arguments. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment quelque chose de consistant. Alors, je vais m'expliquer assez rapidement. Premièrement, une question tout à fait d'accord pour vous dire sur la diversité de l'islam. Effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas des musulmans modérés et contre d'autres. Il y a des écoles et il y a, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des églises. Puis-je vous demander à laquelle vous vous rattachez personnellement? Vous me répondrez pas. Alors, j'ai une question tout à fait simple à vous poser. Est-ce que vous, en tant que musulman d'une école, vous êtes choqué? Et est-ce que vous, par justement le port de la niqab, et est-ce que vous pouvez comprendre qu'effectivement, dans une société multiséculaire où il n'y a pas d'habit de visage, nos concitoyens puissent être choqués? Et c'est là où je vois une très grande contradiction dans vos discours. Vous nous dites, de toute façon, faites attention à qui vous allez vous adresser. Vous devez vous adresser à celui qui a l'autorité du groupe, et que si celui-ci admet, vous nous avez parlé d'autorité, diverses écoles, que ça soit, vous avez contesté El Azhar, vous avez raison, elle est contestée, par d'autres d'ailleurs, c'est un débat interne à l'islam dans lequel je ne saurais rentrer, mais vous nous dites, en définitive, vous devez faire de la pédagogie. Mais comment voulez-vous que la pédagogie marche à partir du moment où le dogme de l'autorité de l'Église en question, c'est effectivement de voiler la femme? Et là, je vais vous lire quelques éléments de ce livre que vous devez connaître, qui est un livre salafiste, qui est un recueil des fatwas sur les femmes, et qui dit clairement qu'elle doit couvrir son visage. C'est une obligation. Il n'y a pas d'alternative. C'est une obligation. Elle ne doit pas serrer la main d'un homme. Ce n'est pas possible. Elle ne peut étudier dans un cadre de mixité. Bon, elle doit rester chez elle. Est-ce que vous pensez que ces dogmes enseignés et trouvés dans la banlieue française, je ne suis pas allé du côté de l'Arabie saoudite, est-ce que vous pensez que ces dogmes peuvent heurter directement, justement, la loi du pays? Mais à partir du moment où vous nous dites, faites de la pédagogie, mais que vous nous dites antérieurement que, bien évidemment, l'autorité en question, vous n'avez pas pouvoir sur eux, qu'est-ce qui reste? Il reste la norme du vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire la loi du suffrage universel. Et c'est en cela que je trouve que votre discours est en contradiction et que votre solution est une impasse. Oui, écoutez, moi je me réjouis que nous ayons l'occasion de vous entendre, parce que plutôt que de vous regarder qu'à la télévision, je suis heureux que cette mission sur le voile puisse entendre quelqu'un qui a une certaine notoriété et que nous puissions nous adresser à lui et qu'il puisse nous faire les réponses qu'il doit nous faire. Donc moi je pense qu'on a bien fait. Je remercie le Président et le rapporteur de nous avoir donné cette opportunité. Moi, je voudrais simplement vous poser 3 questions. Je vous ai entendu nous dire que la burqa, le niqab, n'était absolument pas une prescription religieuse en tant que telle, mais par contre que le voile